Nous allons évoquer le retour veineux pulmonaire anormal total. Hop, il faut que je mette en diaporama, ce sera mieux. Euh, donc, il s'agit d'une cardiopathie congénitale extrêmement rare. Le diagnostic anténatal est difficile. Il y a énormément de formes et donc énormément de présentations cliniques en fonction de l'anatomie. Le diagnostic est avant tout échographique et une fois opéré, le pronostic normalement est excellent. Or, sur le plan embryonnaire, on va faire vite et simple. Donc, on a une veine pulmonaire qui se développe comme une structure indépendante depuis le poumon vers l'oreillette gauche. Cette veine pulmonaire va s'incorporer s'anastomosé et s'incorporer à l'oreillette gauche et en fonction de la division du poumon, le nombre de... En fait, cette veine pulmonaire va elle aussi se diviser et elle va apporter du tissu à cette oreillette gauche. Donc on voit ici donc, cette veine pulmonaire s'anastomoser sur la partie de l'oreillette gauche primitive, ensuite 2 poumons, puis la division fait que on a 4 veines pulmonaires sur le toit de l'oreillette gauche. Donc cette veine pulmonaire, le tissu veineux pulmonaire apporte du tissu à l'oreillette gauche anatomique, on appelle ça une intussusception. C'est à dire que ça participe au volume de l'oreillette gauche. Pourquoi ça ne veut pas la suite? En échographie fétale, le diagnostic serait possible si on avait d'autres. Le diagnostic est possible, mais en fait, il n'est pas fait parce que généralement, le cœur, par ailleurs, est normal et donc il n'y a pas de raison de faire une échographie d'expert si on a un cœur normal sur l'échographie morphologique. Donc, dans des cas de syndrome polymalformatif, on peut être amené à avoir des anomalies du retour veineux, mais c'est sur des échographies cardio-fétales d'experts. Qu'est-ce qu'il y a en tout cas sur l'échographie fétale? On va voir une CIA plus ou moins large, des signes qui peuvent évoquer une séquestration pulmonaire dans quelques cas, et parfois on peut prendre le collecteur veineux pulmonaire pour une veine cave supérieure gauche, mais ça n'a rien d'anormal. Donc des échographies fétales, mais de toute façon c'est peu évocateur. Les formes anatomiques, donc le plus fréquemment, ce retour veineux pulmonaire anormal se trouve par le biais du collecteur dans une veine systémique supracardiaque. Donc on a la veine cave supérieure ou le TVI, essentiellement. Donc, et ensuite, pour moitié, donc dans 25% et 25% des cas, le collecteur veineux pulmonaire va s'aboucher en intracardiaque ou en infracardiaque. Donc la forme régulièrement visualisée pour individualisée pour des RVPA totaux. Hop, je pousse ça. Donc c'est notre chambre veineuse primitive, pulmonaire primitive, qui est donc juste derrière l'oreillette gauche, quasiment accolée, avec nos 4 veines pulmonaires, et cette veine pulmonaire primitive, qu'on peut appeler collecteur veineux pulmonaire, qui vient se jeter ici dans le TVI, et donc on va voir en Doppler un flux ascendant parallèle à la crosse de l'aorte, mais donc ascendant, alors que la crosse de l'aorte aura un flux descendant. Donc ça entraîne un hyper-retour veineux pulmonaire dans le dans dans la circulation systémique. Hop, suivante. En intracardiaque, donc ça peut se jeter de manière par l'intermédiaire d'un collecteur où on peut retrouver nos 4 veines pulmonaires dans l'oreillette droite. Quand c'est par le biais, donc ça peut se jeter dans le sinus coronaire le plus fréquemment,
en intracardiaque, c'est extrêmement fréquent. Et en infracardiaque, donc là, notre veine pulmonaire primitive, en fait, ce collecteur veineux vient se jeter dans une veine, passe le diaphragme et vient se jeter dans une veine, donc qui peut être dans le foie ou une veine digestive, quelle qu'elle soit. Donc voilà nos différentes formes dans donc, notre veine pulmonaire, collecteur veineux pulmonaire qui vient se jeter ici, donc dans le. Est-ce qu'on voit ma flèche? Oui. Donc ici, donc dans notre TVI, dans notre veine cave supérieure, dans l'azygos, en intracardiaque, donc ça va se jeter donc dans le sinus coronaire, dans l'oreillette droite, ou par le biais d'un collecteur, ou ici par nos quatre veines pulmonaires, donc c'est nos quatre veines pulmonaires sur l'oreillette droite, en sous-diaphragmatique, donc dans différents troncs, pouvant aller jusqu'à se jeter dans la veine cave inférieure. Toujours des troncs veineux. La présentation, donc la physiopathologie, donc on a deux types de retour veineux pulmonaire possibles. Est-ce que ce retour pulmonaire se fait librement? Donc est-ce qu'il est non bloqué? Ou est-ce que on a un obstacle à l'écoulement sur ce collecteur veineux et un blocage et une HTAP postcapillaire? Donc, dans le cadre du retour veineux pulmonaire anormal total non bloqué, donc, les conséquences sont une surcharge diastolique du VD. C'est l'équivalent d'un shunt gauche-droit important, comme une extrêmement large CIV. Dans le cadre d'un retour veineux pulmonaire anormal total bloqué, donc, le cœur gauche n'est pas suffisamment alimenté, donc on a un tableau de bas débit. Et on a une surcharge pulmonaire et une HTAP postcapillaire extrêmement sévère qui est le premier signe du tableau. Donc le diagnostic de RVPA bloqué, donc on a des signes d'insuffisance cardiaque d'installation progressive, des signes d'insuffisance cardiaque à haut débit, comme on aurait pour une CIV. Donc une stagnation pondérale, une cyanose extrêmement modérée, en fait c'est plutôt plus une désaturation qu'une cyanose, et des signes de détresse respiratoire modérée. Voilà, donc on a un shunt à haut débit. Et donc sur la radio du thorax, rien de spécifique. Une cardiomégalie, une surcharge vasculaire pulmonaire diffuse aspécifique. Donc c'est l'échographie qui va vraiment poser le diagnostic. Donc on a une dilatation des cavités droites, dilatation sévère des cavités droites, et surtout, avec ces signes de shunt gauche-droit clinique et radiologique, une CIA qui shunt droit-gauche. Donc ça doit vraiment, c'est vraiment un des signes à rechercher. Donc on a des signes de shunt, d'insuffisance cardiaque, des signes cliniques d'insuffisance cardiaque à haut débit, et une CIA qui shunt droit-gauche. C'est vraiment quelque chose d'aspécifique. Donc une HTAP. Heu, on va chercher plus que chercher, nos veines pulmonaires parce qu'elles sont vraiment on peut avoir l'impression de voir nos veines pulmonaires dans notre oreillette gauche, avoir des images construites, évocatrices de normalité. Il faut chercher vraiment, cette veine pulmonaire commune, ce collecteur veineux, et chercher où est-ce qu'il va s'aboucher. Donc, les différents types anatomiques, donc une veine cava supérieure gauche qui serait ascendante dans le TVI, un flux anormal dans la veine cave sup, il faut vraiment chercher en haut parce que c'est le plus fréquent. Chercher un collecteur transdiaphragmatique, donc c'est un collecteur anormal, un vaisseau anormal entre l'aorte et la veine cave inférieure, ou une dilatation du sinus coronaire avec une CIA qui chuterait droit-gauche, ou ces veines pulmonaires dans l'oreillette droite. Il faut vraiment chercher le collecteur. C'est lui qui va porter le diagnostic. Le RVPA bloqué, le diagnostic est beaucoup plus difficile parce que cette fois-ci, il y a peu d'intervalles libres, vraiment peu d'intervalles libres. Et ce tableau de choc à poumon blanc, voilà, du bas débit, un poumon blanc, c'est fortement évocateur donc d'infection néonatale précoce et néonatale sévère, de retard de résorption, d'inhalation, enfin un tableau
Un tableau respiratoire néonatal, précoce et sévère. Donc, c'est des enfants qui se retrouvent, généralement, gérés par, les réanimateurs néonataux et qui, voilà, il y a souvent un retard au diagnostic parce que, ben, c'est pas la cause la plus fréquemment, évocatrice. Donc, cyanose réfractaire, défaillance hémodynamique, HTAP majeur. Donc ça, c'est mais à partir du moment où quand on pose la sonde d'écho, on doit pouvoir poser le diagnostic. Donc à l'échographie, vous allez voir, j'ai quelques iconographies par la suite. Donc une dilatation, sévère des cavités droites avec un ventricule gauche qui va être écrasé, une CIA qui shunte, droit-gauche. Cette CIA peut être plus ou moins petite puisque ça peut même être, elle, le siège du blocage du retour veineux. Une HTAP majeure, une petite, voire une micro-oreillette gauche et on va chercher, cette, veine pulmonaire commune derrière l'oreillette gauche. Bon, c'est, veine pulmonaire commune ou collecteur, heu, c'est la même chose. Donc on va suivre ce trajet du collecteur pour rechercher le point de blocage. Donc, la en sup en supradiaphragmatique, c'est rarement bloqué. Parce que ce collecteur va aller se s'anastomoser à des troncs veineux qui sont, dans lesquels il y a, habituellement du débit, donc ça rajoute du débit, mais ça l'augmentation de volume dans les vaisseaux est pas pathologique. Donc parfois, il va pouvoir se bloquer, donc dans le foie, dans le diaphragme, mais c'est pas le plus fréquent. Le plus fréquent, à mon avis, c'est surtout un blocage quand ce vaisseau quand ce collecteur s'anastomose à une veine, mais une veine pour laquelle la dilatation due à l'augmentation de débit par l'ouverture de la circulation veineuse pulmonaire à la naissance n'est pas possible. Donc ça crée vraiment un bouchon, heu, un embouteillage, circulatoire. Voilà, la veine ne peut pas se dilater parce que c'est pas un vaisseau prévu pour ce débit et donc ça crée une stase en amont. Donc radio du thorax, complètement aspécifique sur un RVPA total, bloqué. Voilà, une détresse, néonatale, sévère, sans intervalle libre à la naissance. Dès la naissance, l'enfant est malade, donc toujours le même, mais cette fois-ci, intubé, ventilé avec une forte PEP. Vous voyez la distension, thoracique, mais le poumon reste en surcharge vasculaire sévère. En voilà un autre. Voilà, donc voilà, on voit bien le bronchogramme aérien. Le bronchogramme aérien, ses poumons vraiment blancs. Heu, ah, donc je vous parlais, donc voilà, dans un RVPA total, bloqué, donc des cavités droites extrêmement dilatées et un ventricule gauche qu'on voit, ici, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir des échographies, un ventricule gauche complètement écrasé. Donc l'enfant va pas bien, du bas débit. Donc on peut voir ici, on distingue bien une toute petite oreillette gauche et on voit que le septum interatrial bombe dans l'oreillette gauche. Donc, il y a des signes d'HTAP, des cavités gauches qui sont écrasées, des cavités droites extrêmement dilatées. Vous voyez une insuffisance tricuspidienne sévère, une petite oreillette gauche, une CIA qu'on voit là aussi en bleu qui shunt de droite à gauche. Là, les cavités gauches sont moins écrasées. Ah, le suivant. Qu'est-ce que c'est que ça? Paf! Donc vous voyez ici, donc dans celui-ci, donc c'est un RVPA cette fois-ci qui se fait dans l'oreillette droite avec, l'oreillette gauche qui est ici, l'oreillette droite qui est là et ici en fait on a notre anastomose de notre, tout ça c'est notre anastomose. Donc on a une oreillette droite qui est, ectasique du fait de, voilà, le septum est là et la CIA est juste ici, donc un RVPA bloqué également. Donc on peut voir ce septum interatrial donc dans un tableau de choc néonatal, heu, tableau de choc avec HTAP et notre septum qui bombe à droite avec une CIA qui shunt droit-gauche, des cavités gauches qui sont écrasées par l'HTAP. Voilà, encore.
une image de ventricule gauche complètement écrasée par la surcharge au niveau du ventricule droit. Donc je vous disais qu'il fallait chercher, ce collecteur veineux entre la veine cave et l'aorte. Nous avons ici notre foie, l'aorte va être par ici et on vient chercher, on voit ici ce vaisseau anormal qui remonte, enfin plutôt qui descend vers le foie, c'est pas l'aorte et qui vient ici se bloquer dans une veine sushépatique. Vous voyez l'aliasing qui se crée, à l'anastomose et ces veines hépatiques ce vaisseau hépatique qui n'était pas, suffisamment large pour accepter tout le débit. Donc ça crée une stase d'amont. Ça crée une stase d'amont et ce flux, voilà, un flux en prenant en Doppler continu sur, sur le site de blocage, là, sur l'aliasing, on se retrouve avec une vitesse élevée, pas de retour à zéro, donc il y a un caractère bloqué de ce RVPA. Voilà, en voilà un autre, toujours sous diaphragmatique. Il est où? Pourquoi il ne veut pas se montrer? Voilà, donc sur le balayage entre l'aorte qui est ici et la veine cave qui est là, on peut voir ce vaisseau qui influe. Vous le voyez ou pas? Oh, il ne veut pas se montrer. Donc le bloqué, et celui-là, on ne le voit pas. Donc on va le voir ici. Notre aorte descendante, la veine cave qui est au-dessus, et ce collecteur qui passe là, hein, avec un flux qui descend vers le foie. Hop. Donc la CIA ici en bleu. Je sais pas pourquoi il me fait ça, lui, aujourd'hui. Donc ici, le chaîne droit-gauche sur la CIA. Donc sur cet autre influx Doppler sur un autre collecteur intrahépatique, vous voyez, on est à presque 4 mètres secondes. 4 mètres secondes de Vmax, donc un blocage extrêmement serré. Alors, où est-ce qu'on est là? Paf, paf, paf. Donc on peut voir en rouge une crosse qui remonte en fait dans le TVI. Donc cette crosse qui remonte, c'est pas donc c'est parallèle à la crosse de l'aorte. Ah, je suis désolé, c'est complètement saccadé, ça ne veut pas passer. Donc parallèle à la crosse ici, voilà. Parallèle à la crosse, donc la crosse qui a un flux qui descend, on a ce flux qui remonte et qui vient se jeter au-dessus là dans le TVI. Donc c'est notre veine pulmonaire commune qui vient se jeter donc, en supracardiaque. L'écho suffit à faire le diagnostic. L'écho suffit vraiment à faire le diagnostic. Donc, quelques fois où nous avons réalisé des scanners, donc quelques reconstructions nous permettent de mettre en évidence donc, notre cas de veine pulmonaire directement en contact ici avec l'oreiller de gauche, mais qui ne s'y abouche pas. Et cette veine pulmonaire primitive là, qu'on voit ici passer le diaphragme, c'est pas le diaphragme qui est le siège du blocage. Donc on voit ce collecteur qui continue de descendre et qui vient se bloquer ici en venant se jeter dans une veine, certainement une veine sushépatique, euh, vraiment distale au niveau du foie. Avec, donc on voit au passage du diaphragme ce collecteur veineux qui est parallèle à l'aorte avec un flux qui descend. Donc un vaisseau dilaté, ce collecteur commun veineux pulmonaire qui vient se traverser le diaphragme
Donc celui-ci, c'est juste le diaphragme qui vient se bloquer. La prise en charge, donc s'il n'est pas bloqué, c'est comme une CIV, on nous l'adresse, on le prend en charge, on traite l'insuffisance cardiaque et on l'opère rapidement. Le RVPA bloqué, par contre, c'est ce que vous dira le professeur Rouberti en suivant, c'est encore la seule urgence chirurgicale qu'on puisse rencontrer dans notre spécialité. Donc, en préopératoire, euh, l'urgence est stabilisée sur le plan hémodynamique, donc intubé, ventilé, oxygène, euh, inotrope, diurétique, vraiment traiter un choc. La perfusion de prostaglandine, la prostine, généralement le canal n'est pas fermé, ça reste une soupape de sécurité, mais oui, il y a pas à discuter, mettre de la prostine. Le Rashkin, ça n'a pas aucun intérêt puisque, un, il faut savoir le faire et deux, il ne faut pas perdre de temps, il faut l'envoyer dans un centre de chirurgie au plus vite. Donc, c'est surtout ça, c'est vraiment le transfert le plus rapide possible vers un bloc opératoire après déchocage. Donc, pour moi, le Rashkin n'a pas sa place parce que c'est un geste qui va retarder le geste chirurgical. En post-opératoire, bon, ben, comme d'habitude, taille du VG, fonction diastolique, systolique du VG. Euh, la CIA résiduelle doit shunter gauche-droit. La taille du VD, les pressions pulmonaires. Bon. Et surtout, voilà, vérifier les gradients, la vitesse sur l'anastomose oreillette gauche collecteur. Donc ce gradient doit surtout, voilà, avoir un flux biphasique comme un flux pulmonaire. Après, c'est les quatre veines pulmonaires qui sont sur un seul vaisseau la plupart du temps, donc, ou en un seul orifice. Donc, ça peut arriver sur des vitesses rapides, mais ce qui est important, c'est le retour à zéro. Qu'on ait bien un flux qui soit biphasique et qui revienne à zéro. Donc, si c'est trop rapide, ça peut faire évoquer une eurosténose. Une eurosténose, donc c'est à interpréter avec les pressions pulmonaires. Donc, excusez-moi, il m'agace aujourd'hui. Oui. Donc voilà notre anastomose. C'était notre anastomose, pardon. Notre anastomose ici, là sous ma flèche, euh, le collecteur dans l'oreillette gauche. Et vous allez voir, attention, ça va aller vite. Vous voyez, on n'a pas d'accélération. Ce flux est un flux normal quand on prend. Je suis vraiment navré. On va faire ça. Voilà. Là, normalement. Donc, on a bien un flux biphasique qui revient à zéro. Donc, biphasique. Donc, je suis désolé, on n'a pas sur ce tracé, on n'a pas le CG pour interpréter les différentes phases. Mais c'est un flux biphasique. Donc, on a un Doppler pulsé au niveau du collecteur. Un flux biphasique et qui revient bien à zéro. C'est peu véloce. Alors, est-ce qu'il va passer, lui? Il a l'air de passer. Donc, on a notre flux ici sur notre... il s'arrête aussi. Sur notre collecteur. Donc, ouais, il est fatigant. Donc, sur, sur celui-ci, donc, le collecteur est anastomosé juste ici au milieu de l'oreillette. Et on va voir qu'on n'a pas d'accélération. Donc,
un flux qui revient bien à 0, peu véloce, on est à moins d'1 mètre seconde. Même si on a un aliasing, on est sur des vitesses qui sont, bah, si quand même conséquentes, mais en prenant notre Doppler à cet endroit-là, on va bien voir qu'il n'y a pas de problème. Les cavités gauches ont une cinétique normale, elles sont bien moins écrasées qu'au départ, donc on va pouvoir prendre nos cavités droites. Alors les complications précoces, c'est les complications, post-opératoires, qu'on rencontre habituellement sur, une chirurgie néonatale précoce en circulation extracorporelle, donc des défaillances VG, de l'hyperréactivité au niveau pulmonaire et on a touché les oreillettes entre la cannulation et la septation qui a été mise en place au niveau de l'oreillette, pour, élargir cette CIA, la refermer. Des troubles du rythme supraventriculaire sont fréquents. Les complications tardives, à à surveiller, c'est, donc, l'évolution du collecteur et l'anastomose du collecteur, à l'oreillette gauche. Alors c'est le chirurgien, monsieur Roberti vous expliquera, donc aujourd'hui, c'est du sutureless qui est réalisé de manière à ce qu'il y ait pas qu'il y a pas de sténose sur l'anastomose du collecteur à l'oreillette gauche, mais il y a des maladies veineuses pulmonaires qui peuvent évoluer dans le collecteur et entraîner des sténoses du collecteur. Et j'ai réussi à tenir le timing. Alors je suis vraiment désolé, pourtant j'ai repris toutes les vidéos, tout passait bien et là, en mode, partage d'écran, ça veut pas passer. Bon, je vous prierai de bien vouloir m'excuser. Bon, est-ce que vous avez des questions particulières? Je contacte François Roberti pour lui dire qu'il peut intervenir. Mais je suis là, Jean-Baptiste, oui, je Tu là? t'entends. Super. Ah oui. Faut que tu regardes sur le chat, peut-être, s'il n'y a Ouais. pas de questions. Moi, j'en vois pas.